Je m'appelle Harper Meyers. J'avais 34 ans, j'étais enceinte de 8 semaines, et je me tenais sur la terrasse d'un hôtel, la nuit où ma belle-mère a décidé que j'étais une menteuse. J'avais répété 2 mots, durant toute la semaine, nous attendons un bébé. Je n'ai jamais pu les prononcer de la manière que j'avais prévu. Patricia a regardé mon mari, puis elle m'a fixé, et elle a prononcé cette phrase, que cette famille allait passer l'année suivante à essayer d'étouffer. Ce qu'elle a fait, dans les 90 secondes qui ont suivi, m'a envoyé à l'hôpital, et a placé chacun d'eux dans une situation bien pire. Je devrais vous dire qui j'étais, avant cette soirée sur la terrasse, car la famille entretenait une version de moi qui n'a jamais été réelle. Je suis infirmière en salle de naissance, avec 12 ans de pratique dans ce service, la plupart du temps de nuit. J'ai mis au monde des bébés pendant des tempêtes de verglas, et j'ai soutenu des mères qui repartaient chez elles les bras vides. Ce métier m'a rendue rigoureuse. Je note absolument tout, les heures, les dosages, l'identité de chaque interlocuteur, et le moment exact où les paroles ont été prononcées. Mes rapports de garde sont si méticuleux, que les internes de l'hôpital en plaisantent. J'ai acheté ma maison à 29 ans. Un petit plain-pied en briques, avec un porche légèrement de travers, payé grâce à mon salaire d'infirmière, et à 10 ans de vacances sacrifiées. Personne ne m'a jamais rien offert. J'ai rencontré Adam Whitlock lors d'une collecte de fonds organisée par l'hôpital, une soirée à laquelle j'avais pourtant failli ne pas assister. Il était prévenant, aimait rire, et c'était le genre d'homme à retenir votre commande de café, ou la date d'anniversaire de votre mère. Nous nous sommes mariés 2 ans plus tard, dans mon jardin, sous des guirlandes lumineuses que j'avais suspendues moi-même. J'ai conservé mon propre nom de famille. C'était pour moi une façon de préserver une part de cette femme, qui avait durement gagné chaque planche de ce porche de travers. La famille d'Adam était issue de la grande bourgeoisie, de celle qui ne parle jamais d'argent, simplement parce qu'elle n'en a pas besoin. Cela m'importait peu. J'avais mon service, ma maison, et mes dossiers. Ce que je ne comprenais pas encore, c'était à quel point une habitude, si simple soit-elle, peut ressembler à une arme pour des gens qui n'ont jamais eu à prouver quoi que ce soit. Ils en ont déduit que mes notes minutieuses faisaient de moi une femme froide, calculatrice, toujours en train de compter les points. Ils allaient bientôt découvrir ce que cette rigueur produit, lorsqu'elle est mise au service de la vérité. J'ai tout consigné cette année-là, sans me douter, alors, de l'enregistrement précis qui finirait par me sauver la vie, ainsi que celle de l'enfant que je portais. Les Whitlock fonctionnaient grâce à un unique moteur, et ce moteur s'appelait Patricia. Âgée de 62 ans, les cheveux argentés, elle s'asseyait en bout de table à chaque repas, que ce soit chez elle ou non. La fortune familiale reposait sur une structure appelée le fonds fiduciaire Whitlock, qui s'élevait à environ 10 millions d'euros, et Patricia en était la gestionnaire exclusive. Cela signifiait qu'elle décidait de l'attribution des fonds, du moment des versements, et de la bonne conduite de chacun pour y prétendre. Son époux, Gerald, 64 ans, se contentait généralement d'acquiescer. Sa fille, Brooke, 33 ans, attendait patiemment son heure. Quant à Adam, 36 ans, il dirigeait une petite entreprise de promotion immobilière, qui ne survivait que grâce aux prêts accordés par le fonds fiduciaire, chaque fois qu'un chantier battait de l'aile. Au début, je n'avais pas perçu la laisse qui le retenait. Je ne voyais qu'un homme charmant, qui devenait anxieux à l'approche des dîners de famille, et qui téléphonait à sa mère 2 fois par jour. Avant le mariage, Gérald nous a réunis tous les deux, afin d'évoquer un contrat de mariage. Les biens du fonds fiduciaire restent dans la famille Whitlock, a-t-il déclaré, quoi qu'il arrive. J'ai signé le document l'après-midi même. J'ai presque ri en le faisant. J'avais ma propre maison, mon salaire, et un intérêt absolument nul pour leurs 10 millions. Faites-le-moi signer 2 fois si cela peut rassurer tout le monde, lui ai-je répondu. Adam semblait gêné. Sa mère arborait un air satisfait, semblable à celui d'une femme qui voit se confirmer un soupçon qu'elle n'avait pas formulé à haute voix. J'ai rangé mon exemplaire du contrat dans le même tiroir où je conserve mon diplôme d'infirmière, et mon titre de propriété. 3 documents, tous à moi, tous constituant la preuve d'une vie bâtie par mes propres moyens. Je pensais que ce tiroir n'était que le reflet d'une bonne organisation. Il allait s'avérer être le pilier de tout mon avenir. Patricia me traitait avec politesse, tout en me surveillant constamment. Je me disais que les familles aisées étaient simplement ainsi, prudentes. Puis, je suis tombé enceinte, et cette prudence s'est transformée en une menace bien réelle. Je l'ai découvert un mardi, entre 2 accouchements, devant une tasse de café qui avait refroidi. 2 lignes.
Je me suis assise dans les toilettes du personnel, et j'ai versé des larmes douces, de ces larmes silencieuses qui font du bien. À 8 semaines de grossesse, je me suis rendu à ma première échographie. L'échographe a tourné l'écran, et il était là, un minuscule battement de la taille d'une myrtille, un cœur qui battait à toute allure, comme celui d'un colibri. Elle m'a imprimé un cliché, une image grise et granuleuse, avec mon nom et la date tamponnée dans le coin, accompagnée des mesures montrant que le développement se déroulait parfaitement. J'ai tenu ce petit carré de papier durant tout le trajet du retour, et je n'ai pas honte de dire que je lui ai parlé. Nous allons nous en sortir, lui ai-je soufflé. Je l'ai glissé dans la poche intérieure de mon sac à main, celle qui ferme avec une fermeture éclair, là où je range ce que je ne peux pas me permettre de perdre. Adam a pleuré quand je le lui ai annoncé. De vraies larmes, les deux mains plaquées sur la bouche. Nous avons décidé d'annoncer la nouvelle le samedi suivant, à l'occasion du dîner d'anniversaire pour les 62 ans de Patricia, sur le toit-terrasse de l'hôtel Marlowe. Un cadeau s'ajoutant à un autre cadeau. Adam disait que sa mère adorait les grands événements. Je voulais croire que cette importance nouvelle allait changer le regard qu'elle portait sur moi. La seule ombre au tableau, cette semaine-là, fut Brooke. Je l'ai croisée à la pharmacie, et je lui ai confié mon enthousiasme à l'idée de ce dîner. Elle s'est figée. Puis, elle a esquissé un sourire forcé, purement poli, avant de glisser, « Tu sais toujours comment te faire remarquer ». En rentrant chez moi en voiture, j'ai ressassé ses propos. J'ai failli en parler à Adam, mais j'ai conclu que je me montrais trop sensible, une femme enceinte qui s'inquiète pour un rien. J'avais l'échographie, j'avais une excellente nouvelle. Je pensais qu'une bonne nouvelle était un présent que l'on pouvait simplement partager. La terrasse de l'hôtel Marlowe se situait au 11e étage, entourée de garde-corps en verre, décorée de guirlandes, avec un muret en pierre basse servant de jardinière le long du côté jardin. En contrebas de ce muret se trouvait un patio, situé environ 3 mètres plus bas, ceinturé de buis et agrémenté d'une fontaine. Je l'ai remarqué comme les infirmières remarquent les détails, de manière instinctive. Attention au vide, me suis-je dit, avant d'oublier cette pensée. La fête réunissait une trentaine d'invités, des cousins, une tante, 2 partenaires de golf de Gérald, et un trio à cordes installé dans un angle. Mon amie Maggie Doyle m'accompagnait, elle était infirmière en chef dans mon service, Adam l'appréciait beaucoup, et j'avais en elle une confiance bien plus grande qu'en la majorité de ma propre famille. Patricia m'a accueilli à la sortie de l'ascenseur, en me tendant une joue qui n'a pas tout à fait effleuré la mienne. « Harper » a-t-elle dit, « tu es venu. » Comme si ma présence avait été incertaine. Je lui ai tendu un coffret cadeau contenant du thé importé, qu'elle prétendait apprécier. Elle l'a posé sans même y jeter un coup d'œil. De l'autre côté de la terrasse, j'ai aperçu Patricia et Brooke debout près du bar, les têtes penchées, discutant à voix basse et rapidement. Lorsque je me suis approché pour les saluer, elles se sont tues au même instant, comme le font les gens lorsque le sujet de leur conversation apparaît. Brooke a ajusté sa robe. Patricia a affiché ce grand sourire éclatant qu'elle réservait aux photos de famille. Maggie a elle aussi remarqué ce manège. Elle m'a touché le coude, murmurant « Elles ont préparé quelque chose ». Je lui ai répondu qu'elle se faisait des idées. J'étais passée maîtresse dans l'art de me convaincre de cela. Adam est apparu avec 2 verres d'eau pétillante, me glissant à l'oreille que nous l'annoncerions après le toast. J'avais le cœur qui battait la chamade, d'une excitation joyeuse. J'avais le cliché dans mon sac, et les mots près dans ma tête. Perché à 11 étages de hauteur, entouré de ces personnes auxquelles je tentais de m'intégrer, j'attendais l'arrivée du gâteau. J'aurais dû surveiller le muret. Le gâteau a été servi à 21h. Patricia a formulé son vœu, le trio a joué, puis Adam a tapoté sur son verre. Il m'a regardé, et j'ai senti tous les yeux se tourner vers nous. « Nous avons une nouvelle à vous annoncer » a-t-il dit, la voix légèrement brisée par le bonheur. « Nous attendons un enfant. » Durant une seconde, l'instant fut parfait. Une tante a retenu son souffle, un cousin a applaudi, Maggie rayonnait. Puis, Patricia a posé sa coupe de champagne, avec un bruit sec qui a tranché net l'ambiance. Elle a dévisagé Adam, puis m'a examiné lentement, de la façon dont on inspecterait un chèque soupçonné d'être faux. Et elle a prononcé ces mots, d'une voix assez forte pour être entendue par les 30 personnes présentes, « Il n'y a pas de bébé », a-t-elle affirmé. Il n'y a qu'un prix à payer. Le trio à cordes s'est arrêté. Un invité est resté figé, son verre à mi-hauteur. J'ai laissé échapper un rire nerveux, un simple son de stupeur, persuadé d'avoir mal entendu. Patricia,
Elle, ne riait pas. Elle s'est tournée vers l'assistance, telle une procureure apportant ses preuves. Mon fils pèse 10 millions d'euros, a-t-elle lancé, et tout à coup, un bébé que personne n'a vu apparaît. Comme c'est commode. Les vraies mères n'ont pas besoin de 10 millions de raisons. Le visage de la tante est devenu livide. Un cousin a fixé ses chaussures. Adam a murmuré, « Maman, arrête », d'une voix faible, une voix de petit garçon, pas de mari. J'avais l'impression que la photo dans mon sac pesait 20 kilos. Je voulais la sortir, la brandir devant tout le monde. Je me suis abstenu. Une part de moi, froide et professionnelle, celle qui gère les urgences vitales pendant que les autres paniquent, m'a soufflé, pas ici. Pas de cette façon. Je me suis contenté de dire, je suis enceinte de 8 semaines, et nous avons vu le cœur battre à l'écran. Patricia s'est avancée vers moi, et ses traits ne trahissaient aucune colère. C'est cela que je n'arrivais pas à assimiler. Elle semblait sûre d'elle, investie d'un droit divin, comme une femme qui avait déjà assisté à ce scénario exact et s'était juré de ne plus jamais se laisser abuser. Les raisons de cette certitude absolue, je ne les comprendrai que bien des mois plus tard. Elle a continué de s'approcher, sans hausser le ton, s'exprimant à voix basse, ce qui était bien pire car l'assistance devait tendre l'oreille. « Tu tournes autour de cette famille depuis le jour où tu l'as rencontrée », a-t-elle asséné. La petite infirmière méticuleuse, avec ses petits dossiers bien classés. « Tu crois que je ne connais pas ton profil ?» Je suis resté immobile près du muret de la jardinière. « Patricia, ai-je dit, je refuse de régler cela devant vos invités. »« Dis-leur la vérité, alors, » a-t-elle répliqué. « Montre-leur. Prouve qu'il y a un bébé. Prouve-le tout de suite. » Je sentais la pierre du muret contre l'arrière de mes cuisses. Maggie tentait de se frayer un chemin vers nous à travers les invités, mais la foule s'était figée, se resserrant comme elle le fait toujours lorsqu'elle presse un scandale à ne pas manquer. Gérald est intervenu, « Patricia, cela suffit », sur le ton d'un homme qui prononçait cette réplique depuis 40 ans, sans jamais y mettre la volonté nécessaire pour agir. Adam restait pétrifié, immobile entre sa mère et son épouse, optant pour la pire attitude possible, l'inaction. J'ai fixé Patricia dans les yeux, et j'ai prononcé la phrase la plus ferme dont j'étais capable, « Il y a un cœur qui bat, et vous rencontrerez votre petit enfant, que vous me présentiez des excuses ou non. » Ses mâchoires se sont crispées, puis elle a lâché d'un ton sec, presque calme, comme on briserait une branche morte, « Alors, prouve-le. » Elle a tendu les mains. Je pense qu'une partie d'elle voulait seulement m'arracher mon sac, s'emparer de la preuve pour l'examiner comme un faux, et remporter l'affrontement par la force. Mais elle m'a poussé, de ses deux paumes, brutalement contre mes épaules. La pierre a heurté l'arrière de mes genoux. Les guirlandes se sont mises à osciller. J'ai entendu Maggie hurler mon nom, d'une voix lointaine, tandis que le ciel, la terrasse, et les 11 étages basculaient. Je n'ai pas fait une chute de 11e étage. Je tiens à le préciser clairement, car la famille a tenté plus tard d'exagérer cette distance pour travestir la vérité. Je suis passé par-dessus le muret de la jardinière, et je suis tombé dans le patio en contrebas, faisant une chute de 3 mètres pour atterrir sur des buis, et des bordures en pierre. 3 mètres, c'est amplement suffisant. J'ai atterri sur le flanc droit. J'ai entendu mon poignet se briser, avant même d'en ressentir la douleur. Un bruit sec, semblable à celui d'une branche verte qui casse. Mes côtes ont heurté la bordure en pierre de la fontaine. J'ai eu le souffle totalement coupé. Pendant quelques instants, il m'a été impossible d'inspirer. Et la seule pensée qui m'obsédait concernait la photo, le battement de cœur, la petite myrtille. Au-dessus de moi, la terrasse s'est animée de cris, de bruits de chaises renversées, et quelqu'un a hurlé d'appeler une ambulance. Adam est apparu au bord du muret, puis il a descendu la paroi à la hâte, sans emprunter les escaliers, glissant le long de la pierre comme un animal, et je dois lui reconnaître ce geste. Il est parvenu à ma hauteur, tremblant de tous ses membres. « Ne bouge pas », répétait-il sans cesse, « ne bouge pas. Je suis là, le bébé. Oh mon Dieu, le bébé. » Il pleurait si fort qu'il était incapable de composer le numéro des secours. C'est Maggie qui l'a fait. Elle a dévalé les marches à toute vitesse, s'est agenouillée à mes côtés, et a immédiatement adopté sa voix d'infirmière, calme, posée, et professionnelle. « Harper, parle-moi. Quelle est l'intensité de la douleur? Où saignes-tu » Elle avait 2 doigts posés sur mon poignet pour prendre mon pouls, tout en gardant les yeux fixés sur mon ventre. J'ai réussi à articuler une phrase avant d'entendre les sirènes, « Prends la photo,
lui ai-je soufflé. Elle est dans la poche zippée. Sans poser de questions, elle a fouillé dans mon sac à main, en a sorti ce petit carré gris, désormais taché de terre, et l'a brandi devant mes yeux. Elle est là, a-t-elle dit. Tenez bon, tous les deux. Je connaissais bien le service des urgences où ils m'ont transporté. J'y avais fait des stages durant mes études d'infirmière. Il y a une angoisse très particulière à se retrouver patiente dans un service que l'on connaît trop bien, car on sait exactement quels silences sont de mauvais augure. Ils m'ont fait passer devant la salle de déchocage pour m'emmener directement aux urgences obstétricales, ce qui m'indiquait que l'infirmière de garde avait pris connaissance de ma situation et agi en conséquence. Un soignant s'est affairé autour de mon poignet droit, tandis qu'un autre installait le moniteur fœtal. Le plâtre a été posé, frais et lourd, s'étendant jusqu'aux articulations de mes doigts, qui dépassaient, roses et inutiles. Je devais le porter pendant 6 semaines. J'allais finir par le détester, tout en ayant besoin, car il constituait la preuve matérielle que la famille ne pourrait jamais nier. Ensuite, le médecin a appliqué la sonde du Doppler au bas de mon ventre, et toute la pièce a retenu son souffle, y compris moi, l'infirmière qui savait qu'il valait mieux ne pas espérer trop fort. Des grésillements. Encore des grésillements. Puis, soudain, un bruit semblable à un galop de cheval, rapide, régulier, et absolument furieux d'être en vie. 158 battements par minute. C'est à ce moment-là que j'ai pleuré, de vraies larmes de soulagement, ma main plâtrée pressée contre la bouche. L'examen a révélé un léger saignement au niveau du placenta. Ils ont évoqué une menace de décollement, m'imposant une surveillance stricte et du repos. Cependant, le rythme cardiaque était vigoureux, et le fœtus se développait normalement, tout à fait dans les temps. Dans les temps. Ces mots précis, issus de ce même appareil, que Patricia avait qualifié de prétexte financier 4 heures plus tôt. Adam restait immobile dans un coin de la pièce, tremblant, livide, impuissant, serrant la photo d'échographie souillée entre ses mains comme si elle risquait de s'effondrer. Son téléphone ne cessait de vibrer dans sa poche. Il y jetait sans arrêt un coup d'œil. Même dans ces circonstances, à cet endroit précis, j'ai observé mon mari choisir l'écran qu'il préférait regarder, et j'ai commencé, en silence, à mesurer la réalité de mon mariage. Si vous avez déjà été allongé sur un lit d'hôpital à dresser le bilan des personnes en qui vous aviez placé votre confiance, comptant ceux qui se sont déplacés et ceux qui gardaient les yeux fixés sur leur téléphone, vous comprenez parfaitement ce sentiment. Restez avec moi, car ce que j'ai compris sur ce lit d'hôpital a déterminé toutes mes décisions futures, et cela n'avait rien à voir avec des éclats de voix. Abonnez-vous pour découvrir comment la situation s'est retournée. L'appel téléphonique qu'Adam recevait était celui de l'avocat de Patricia. Il me l'a avoué à 1h du matin, dans le couloir, s'exprimant à voix basse, pensant que je ne l'entendrais pas à travers une porte restée entr'ouverte. J'étais censé dormir, mais les infirmières ne dorment pas vraiment à l'hôpital, nous nous contentons de fermer les yeux. Je l'ai entendu dire, elle est passée par-dessus le muret. Oui. Je l'ai entendu ajouter, c'est allé si vite. Puis, j'ai capté la phrase qui m'a glacé le sang bien plus encore que ma chute, je ne pense pas que maman l'ait poussé, pas vraiment. Peut-être qu'Harper s'est trop penché en arrière, nous étions tous très près les uns des autres. Peut-être. Oui, penché. 3 mots murmurés, et mon mari s'employait déjà à lisser la vérité, tandis que j'étais allongé là, un plâtre au bras et des ecchymoses en forme de main sur les épaules. Plus tard, dans le miroir de la salle de bain, j'ai soulevé ma blouse d'hôpital pour photographier ces marques de ma main gauche, tant bien que mal, car c'est ce que 12 années de pratique vous enseignent, documenter d'abord, ressentir ensuite. Lorsqu'Adam est revenu dans la chambre, je lui ai demandé sans détour avec qui il s'entretenait. Juste la famille, a-t-il répondu, il s'inquiète. J'ai répliqué, c'est ta mère qui m'a envoyé sur ce lit d'hôpital. Il a sursauté, comme si je venais de le gifler. Nous n'en savons rien, a-t-il murmuré, c'était la panique générale. Et elle était là, la première véritable fêlure, infime, mais profonde. Mon mari avait décrété que la version la plus sûre était celle où personne n'était responsable, car l'alternative l'obligeait à me choisir, moi, plutôt que la femme qui détenait les cordons de la bourse dont il dépendait. Je n'ai pas cherché à discuter, la dispute étant l'arme de prédilection de Patricia, les scènes en public, les cris, la foule. Je me suis contenté de le fixer jusqu'à ce qu'il détourne le regard. Puis, j'ai demandé à l'infirmière de nuit une copie de mon dossier médical. Elle a parfaitement compris la situation, et m'en a apporté 2 exemplaires. J'ai reçu l'autorisation de sortie.
Après 3 jours de surveillance médicale, Adam m'a ramené chez moi, dans cette maison en briques au porche de travers, et j'ai remarqué qu'il avait préparé ses affaires comme s'il n'était qu'un invité de passage. Cet après-midi-là, les Whitlock ont tenu ce que Brooke a qualifié de « réunion de famille » dans mon propre salon, s'invitant sans autorisation à 4 sur des meubles que j'avais moi-même financés. Patricia n'était pas présente, elle avait envoyé Brooke pour être son porte-parole. Brooke s'est tenue très droite, s'exprimant à la manière d'une allocution répétée devant un miroir. Nous pensons que, dans l'intérêt de tous, il existe une version des faits qui préserve l'institution familiale. La version qu'elle avait échafaudée était stupéfiante. Selon elle, j'avais orchestré ma propre chute, me jetant par-dessus un muret de 3 mètres alors que j'étais enceinte de 8 semaines, dans l'unique but de susciter la pitié, de retenir Adam, et d'accéder au fonds fiduciaire. Maman t'a à peine effleuré, a affirmé Brooke, tu étais instable, et cela fait des mois que tu fais des remarques sur notre situation financière. Je n'avais pourtant jamais prononcé le moindre mot au sujet de leur fortune. Assise là, mon bras plâtré posé sur mes genoux, j'ai senti une certitude s'installer en moi, calme et définitive. Il ne s'agissait plus de tristesse ou de sidération. C'était une manœuvre coordonnée. Ils avaient préparé leur récit avant même ma sortie de l'hôpital, de la même façon qu'ils s'étaient concertés près du bar avant le toast. Gérald fixait le tapis. Adam gardait le silence, sa grande spécialité. J'ai posé une seule question, d'un ton neutre, si j'ai tout orchestré, qui m'a brisé le poignet. Brooke est restée sans voix. Elle s'est alors levée, a lissé sa robe d'un geste identique à celui de la terrasse, et a lâché, nous essayons simplement de t'aider, Harper. Ils ont déposé les coordonnées de l'avocat de Patricia sur ma table basse, puis je suis resté à attendre que leur voiture s'éloigne. Ensuite, j'ai appelé la seule personne qui avait réellement dévalé ces escaliers pour me porter secours. Maggie est arrivée, munie de plats à emporter et d'un bloc-notes, ce qui résumait parfaitement sa personnalité pratique. Installée à ma table de cuisine, elle m'a accordé exactement 10 minutes pour exprimer ma colère. Puis, elle a canalisé mon ressentiment d'un geste de la main. Très bien, a-t-elle dit, maintenant nous arrêtons de subir, et nous construisons notre défense. Voici ce qu'ils attendent de toi, Harper, ils veulent que tu fasses du bruit. Ils veulent que tu appelles les 30 membres de la famille pour leur crier que Patricia t'a poussé, car de cette façon. Cela devient une querelle entre 2 femmes qui hurlent 2 versions différentes. La famille fera bloc autour de celle qui possède l'argent, et tu passeras pour l'infirmière déséquilibrée qui a fait un mariage d'intérêt. Ne leur offre pas ce plaisir. Je lui ai demandé quelle était l'alternative. Elle a tapoté le bloc-notes avec son stylo, tu vas remporter cette partie comme tu rédiges un rapport de réanimation, de manière froide, documentée, et chronologique. Tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit. Il te suffit d'être la seule personne dans la pièce à détenir les pièces justificatives. Nous avons établi une liste ce soir-là, toutes les deux, et cet exercice m'a permis, pour la première fois depuis cette fameuse soirée, de me sentir à nouveau moi-même, mon dossier médical mentionnant la fracture du poignet, les contusions aux côtes, l'emplacement des ecchymoses. Les photographies prises devant mon miroir, et le tracé du Doppler attestant du rythme cardiaque, cet élément précis dont Patricia niait l'existence. C'est alors que Maggie a prononcé les mots qui allaient tout débloquer, il y avait des caméras. Cette terrasse dispose de caméras de surveillance. Le Marlowe est un hôtel, Harper, et les hôtels enregistrent absolument tout. Tu ne gagneras pas ce combat en criant, mais en apportant des preuves tangibles. J'ai contemplé mon bras plâtré posé sur son bloc-notes. Pour la première fois, ce plâtre ne me semblait plus être une blessure, mais une pièce à conviction. Patricia disposait d'un récit, d'un clan et de 10 millions d'euros. Pour ma part, je possédais ce qu'elle n'avait jamais respecté et qu'elle n'attendait pas, la vérité, écrite, et rigoureusement ordonnée. Adam est revenu à la maison ce week-end-là, officiellement pour récupérer des vêtements, mais en réalité pour me délivrer un message qu'il n'avait cessé de répéter dans l'allée. Je l'ai observé à 2 reprises depuis la fenêtre. En entrant, il s'est assis en face de moi et a cherché à prendre ma main valide. Harper, a-t-il commencé, je t'aime. J'aime notre bébé, mais j'ai besoin que tu laisses tomber tout cela. Je lui ai demandé de préciser ce qu'il entendait par là. Les caméras, a-t-il énuméré, l'avocat, toute cette procédure juridique. Si tu commences à tirer sur ce fil, les conséquences vont nous dépasser. Puis, sa voix s'est adoucie, et la véritable raison de sa visite est apparue,
celle pour laquelle il s'était déplacé, s'il te plaît, ne détruis pas cette famille. J'ai laissé ces mots résonner dans la pièce. Puis, je lui ai posé la question qui a mis un point final à ce qui restait en moi de son épouse, qu'est-ce qui t'arrive, si je refuse d'abandonner? Son hésitation a parlé pour lui, alors j'ai formulé la réponse à sa place, ta mère gère le fonds fiduciaire, et ce fonds maintient ton entreprise à flot. Si tu restes à mes côtés, elle coupe les vivres, tes chantiers s'effondrent, et tu te retrouves à 36 ans, privé de mère, dépourvu d'argent. Avec une femme plâtrée. C'est cela, n'est-ce pas? C'est toute l'histoire. Il s'est mis à pleurer. Et le plus terrible, c'est que je croyais à ses larmes. Adam n'était pas un homme mauvais, il était simplement possédé par sa mère, n'ayant jamais eu à se demander ce qu'il ferait sans sa fortune, et l'idée de le découvrir aujourd'hui le terrifiait. Je ne te demande pas de me choisir, lui ai-je dit avec douceur, car je n'avais aucune intention de me montrer cruel. Je te fais simplement remarquer que ton choix est déjà fait. J'ai seulement besoin que tu arrêtes de prétendre que c'est le muret qui m'a poussé. Il est reparti sans ses vêtements. Le lundi, j'ai changé les serrures de la maison. Avec une seule main valide, la tâche m'a pris 1 heure. L'élément qui a transformé un drame intime en une affaire juridiquement gagnable est survenu par pur hasard, de la manière dont apparaissent souvent les preuves les plus accablantes. C'était un mercredi. Mon téléphone a vibré à la réception d'un message provenant d'un groupe de discussion dont je n'avais jamais fait partie. Le fil s'intitulait « Famille Whitlock » et comptait 26 membres. Brooke était en train d'ajouter des cousins pour coordonner une collecte de fonds en hommage à un oncle décédé, et son doigt a été plus rapide que sa vigilance, elle m'a ajouté, a envoyé un message d'organisation, puis m'a retiré du groupe 4 minutes plus tard. Cependant, 4 minutes représentent une éternité pour un téléphone qui télécharge automatiquement l'historique des échanges. Le temps qu'elle m'exclut, l'intégralité de la discussion s'était enregistrée sur mon appareil. Assise à ma table de cuisine, j'ai fait défiler l'historique, remontant de plus en plus haut, tandis que mon café refroidissait, comme c'est toujours le cas dans les pires moments de mon existence. Les messages commençaient 9 jours avant la soirée d'anniversaire. 9 jours plus tôt, Patricia écrivait au reste du groupe, nous devons régler le problème Harper lors de la réception, devant tout le monde. Brooke rétorquait, et si elle est réellement enceinte? Ce à quoi Patricia répondait, dans ce cas, elle sera en mesure de le prouver, n'est-ce pas? Exiger qu'elle apporte des preuves devant toute l'assistance. Un cousin était intervenu, ce n'est pas un peu excessif, tante Pat? Et Patricia d'asséner, je refuse de voir un nouveau parasite dépouiller notre famille. Plus jamais. Brooke ajoutait, je vais faire circuler la rumeur avant la soirée, pour que personne ne soit surpris lorsque tu l'interpelleras. Il y avait une dizaine d'autres messages de la même teneur. Un plan d'action précis, avec une date, un lieu, et des rôles bien définis, Brooke se chargeait de propager le bruit, et Patricia de l'attaquer publiquement. Ce qui s'était produit sur la terrasse n'était pas un coup de sang impulsif. C'était un projet mûri, assorti d'une liste d'invités. J'ai lu cet échange à 3 reprises. Je n'ai pas hurlé, je n'ai appelé personne, et je n'ai pas répondu sur le groupe. J'ai fait la seule chose pour laquelle ma carrière m'avait formé, j'ai branché mon téléphone sur mon ordinateur portable, et j'ai sauvegardé chaque message, avec les eurodatages et l'identité des expéditeurs, dans 3 dossiers différents. Puis, j'ai contacté le cabinet de mon avocat, prononçant la phrase qui allait engager la suite de la procédure, je dispose d'éléments que nous devons conserver de manière officielle. On m'a demandé plus tard pourquoi je n'avais pas simplement publié les captures d'écran, pour diffuser la conversation aux 26 membres du clan, et les laisser voir Patricia s'accuser elle-même. J'en comprends tout à fait l'attrait, mais les conseils de Maggie résonnaient dans mon esprit, tout comme mes 12 années de rédaction de rapports médicaux, qui s'accordaient sur un point, une preuve mal exploitée est une preuve que l'on risque de perdre. Si j'avais jeté ces éléments en pâture à la famille, Brooke aurait pu m'accuser de falsification, les proches auraient subi des pressions pour garder le silence, et un magistrat aurait pu s'interroger sur les raisons qui m'avaient poussé à me tourner vers Internet plutôt que vers la justice. Je n'ai donc pas cherché à agir sur la famille, mais sur la procédure légale. J'ai pris une décision à cette table de cuisine, une résolution que je souhaite décrire avec précision, car elle constitue le fondement même de cette histoire, j'ai décidé de mettre un terme à mon union avec un homme qui avait été acheté bien avant notre rencontre. J'ai décrété que je n'élèverais pas mon enfant au sein d'une famille qui planifiait mon humiliation par écrit. Et j'ai résolu de ne pas chercher à obtenir réparation par l'éclat, pas de confrontation directe, pas de publication virale,
pas de joute verbale que Patricia aurait aisément remportée grâce à son expérience. J'allais régler cela de la seule manière qu'une infirmière rigoureuse connaisse, par les écrits officiels, les protocoles, et cet engrenage judiciaire, lent mais implacable, qui se moque éperdument de vos cris ou de l'étendue de votre fortune. J'ai contacté une avocate spécialisée en droit de la famille nommée Diane. Non, son nom était Joanne Reyes, elle m'avait été recommandée par un médecin de confiance, et j'ai pris rendez-vous. J'ai rassemblé dans un dossier unique le cliché d'échographie souillée, mon dossier d'hospitalisation, les clichés pris devant mon miroir, ainsi que l'ordinateur contenant la sauvegarde de la discussion de groupe. Avec mon bras plâtré, mes gestes étaient lents, mais cela m'importait peu, j'avais tout mon temps. Patricia avait consacré 9 jours à préparer une seule soirée. J'étais disposé à y consacrer une année entière, calmement, pour que tout soit irréprochable. Joanne Reyes disposait d'un cabinet paisible, et d'une écoute dénuée de toute fin de compassion. Je lui ai exposé la situation de manière structurée, comme je l'aurais fait pour l'anamnèse d'un patient. Elle a parcouru le rapport médical, examiné les clichés de mes ecchymoses, fait défiler par 2 fois la discussion de groupe, puis a posé son stylo. Elle m'a alors annoncé 3 éléments qui ont bouleversé ma vision des choses. Premièrement, m'a-t-elle expliqué, il ne s'agit pas d'une simple procédure de divorce. Des violences physiques volontaires exercées sur une personne dont l'agresseur connaît l'état de grossesse constituent un crime dans cet état. Et le ministère public ne ferme pas les yeux sur de tels actes. Le fil de discussion démontre que Patricia savait que tu te déclarais enceinte, et qu'elle a délibérément choisi de recourir à la force pour vérifier tes dires. Cela dépasse largement le cadre d'un litige pour la garde de l'enfant. C'est désormais du ressort du procureur. Deuxièmement, concernant les images de l'hôtel, nous n'allons rien demander au Whitlock. Et nous n'avons pas besoin que tu aies enregistré quoi que ce soit. Nous allons adresser une injonction de produire directement à la direction du Marleau. Les établissements hôteliers conservent les enregistrements des caméras de terrasse pour des raisons de responsabilité civile. Et ils disposent d'un rapport d'incident signé par le personnel pour cette fameuse nuit. Ce sont des documents officiels, inaltérables. Troisièmement, elle a fait glisser vers moi le contrat de mariage, celui-là même que Gérald avait été si fier de me faire ratifier. Harper, m'a-t-elle dit. Ce document est la meilleure chose qui te soit arrivée. Ce texte stipule que tu ne peux prétendre aux avoirs du fonds fiduciaire sous aucun prétexte. Il est signé, certifié, et daté. C'est la preuve irréfutable que tu ne convoitais pas leurs 10 millions. Puisqu'ils s'en sont prémunis eux-mêmes. Leurs propres écrits réduisent à néant leurs accusations. J'ai tapoté doucement mon plâtre contre le rebord de son bureau, le temps d'assimiler cette révélation. Le dispositif qu'ils avaient conçu pour m'exclure devenait la pièce maîtresse de ma réhabilitation. Joanne a esquissé un léger sourire, ils t'ont fourni tes armes sans s'en rendre compte, a-t-elle glissé. Notre entretien a duré 2 heures. Je suis reparti avec un plan d'action rigoureux, jalonné de dates et de démarches officielles, dénué de tout affect. Pour la première fois depuis cette soirée sur la terrasse, j'ai dormi d'une seule traite. Patricia n'imaginait pas qu'un dossier se préparait contre elle, car elle n'avait encore jamais connu la défaite. Sa première réaction, dès la réception de l'assignation en divorce, fut celle que les familles fortunées adoptent systématiquement, elle a tenté d'acheter mon silence. Brooke m'a appelé, adoptant un ton mielleux et déterminé, maman souhaite que tout le monde passe à autre chose, m'a-t-elle annoncé. Nous sommes disposés à t'offrir 50 000 € pour régler l'affaire à l'amiable. Pas de coupable, pas de vague. Tu conserves ta petite maison. Et chacun poursuit sa vie. L'expression « ta petite maison » a résonné exactement de la manière escomptée, et j'ai presque salué la précision de l'affront. Je tenais l'appareil calé contre mon épaule, ma main valide posée sur mon ventre, songeant à la signification que l'on prêtait à ces 50 000 €. Cela supposait que j'avais un prix, que toute cette histoire n'avait été qu'une transaction depuis le départ, et que nous étions enfin parvenus à un accord financier. C'était la façon qu'avait Patricia de me signifier, une fois de plus, qu'une personne issue de rien pouvait toujours être achetée par une personne possédant tout. Brooke, ai-je répondu, je te demande de noter ma réponse avec exactitude, car ta mère va te la réclamer. Je ne cherche pas d'argent. Je n'en ai jamais cherché. J'ai mon propre logement, mon travail, et un contrat de mariage rédigé par vos soins qui l'atteste. Je refuse vos 50 000 €. J'exige que la vérité figure au dossier, et je veux que mon enfant soit en sécurité. Vous pouvez garder le reste. Un long silence s'est installé.
Puis la voix de Brooke a changé, abandonnant son ton doucereux pour révéler sa vraie nature. Tu te crois irréprochable, a-t-elle sifflé, mais tu n'as pas la moindre idée de ce que tu viens de déclencher. Elle a raccroché. Elle avait raison sur un point, je venais bien de déclencher quelque chose. Elle se trompait en revanche sur l'identité de la personne qui allait s'en retrouver écrasée. J'ai consigné la date et l'heure de cet échange, le montant proposé ainsi que sa dernière réplique, puis j'ai transmis le tout à Johan. Après quoi, je suis allé me coucher, et nous avons dormi paisiblement. L'injonction a produit ses effets. La direction du Marlowe s'est exécutée sous 2 semaines, car les hôtels ne prennent pas la défense de clients qui projettent d'autres personnes par-dessus leur terrasse. Johan m'a proposé de venir visionner la séquence à ses côtés, en prenant soin de me prévenir, tu n'es pas tenu de regarder, m'a-t-elle dit. Le tribunal s'en chargera. J'ai insisté pour la voir. J'avais besoin de constater la réalité des faits de mes propres yeux, alors que toute cette famille s'évertuait depuis un mois à me convaincre du contraire. L'objectif couvrait la partie jardin de la terrasse, le muret servant de jardinière, et toute la bordure basse. L'absence de bande-son rendait la scène plus insoutenable encore. Je m'y suis vu, menu, enceinte dans ma robe bleue, campée sur mes positions près du muret. J'ai vu Patricia s'avancer. J'ai observé Adam s'interposer entre nous sans esquisser le moindre geste, pétrifié pendant 11 secondes complètes, que j'ai dénombrées. Puis, j'ai vu 2 mains s'élever, pour me pousser brutalement, les 2 paumes appliquées contre mes épaules. J'ai vu mon corps basculer en arrière par-dessus la pierre, comme un objet inanimé qu'on abandonne au vide. La vidéo ne montrait nullement une femme penchée outre mesure. Elle ne révélait aucun mouvement de panique collective, aucun accident, aucun malentendu. Elle montrait une agression caractérisée, en haute définition, assortie d'un horodatage précis. Le rapport d'incident était joint à l'enregistrement. 3 pages visées par le responsable des banquets, et par un serveur qui avait consigné les faits dans le style neutre d'un témoin oculaire. La cliente Patricia Whitlock a poussé la cliente Harper Meyers par-dessus le muret du jardin, suite à un différend verbal. J'ai relu cette formulation à 4 reprises. Un parfait inconnu, vêtu de sa tenue de service, avait observé la scène exacte pour la consigner clairement, alors que mon propre époux parlait d'un simple déséquilibre. Johan a réalisé des doubles de ces pièces. Le mensonge selon lequel le muret m'avait fait chuter s'est éteint cet après-midi-là, dans le calme d'une salle de réunion. On me demande souvent pourquoi je n'ai pas clamé la vérité sur cette terrasse. Voici ce que j'ai compris à 34 ans, les personnes calmes ne sont pas faibles, elles rassemblent simplement des preuves. Si cette réflexion résonne en vous, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui, et restez avec moi pour découvrir les conséquences de ces pièces justificatives, lorsque nous nous sommes enfin retrouvés face à face. Johan a transmis l'intégralité du dossier au service du procureur, et la machine judiciaire en laquelle j'avais placé ma confiance s'est enfin mise en branle. Une inspectrice m'a convoqué. Elle avait à peu près mon âge, ne montrait aucun signe de hâte, et avait déjà pris connaissance de mon dossier médical et visionné la séquence vidéo avant mon arrivée. Elle m'a demandé de lui relater le déroulement de la soirée, ce que j'ai fait chronologiquement, en mentionnant les horaires précis, conformément à mes habitudes professionnelles. À l'issue de mon récit, elle a poussé un feuillet unique vers moi, m'indiquant les chefs d'inculpation retenus, violences physiques aggravées sur personne enceinte, un délit majeur passible de prison criminelle. En effet, Patricia avait été informée devant 30 témoins, ainsi que dans les échanges écrits s'étalant sur 9 jours, de ma grossesse déclarée, ce qui ne l'avait pas empêché d'user de violences physiques pour, selon ses propres termes, me contraindre à en apporter la preuve. L'inspectrice a désigné du doigt la transcription de la discussion de groupe, la préméditation aggrave les faits, a-t-elle souligné. Nous ne sommes pas face à une personne qui a perdu le contrôle d'elle-même, mais face à une femme qui a planifié son acte. Les enquêteurs s'intéressaient également de près au rôle de Brooke dans l'organisation de cette confrontation publique, bien que sa responsabilité directe se révélât plus difficile à établir. J'ai posé à l'enquêteuse la question qui me taraudait depuis des semaines, vont-ils réellement l'inculper? Des personnes comme les Whitlock? Elle m'a observé un instant, avant de me répondre par des mots que je garde en mémoire, l'argent permet d'acquérir beaucoup de choses, m'a-t-elle dit. Cependant, il ne permet pas d'effacer un acte criminel attesté par un horodatage et un témoin oculaire. Elle ne bénéficiera d'aucune indulgence sous prétexte que sa famille dispose d'un fonds fiduciaire. J'ai repris la route en passant devant l'établissement de soins où j'avais entendu pour la première fois ce cœur battre, une main sur le volant, l'autre posée sur mon ventre qui commençait à peine à s'arrondir.
Et je me suis autorisé à ressentir, pour la première fois, non pas un soulagement complet, mais la certitude absolue que la vérité dépassait désormais chacun d'eux. Adam est venu me voir une ultime fois, la semaine où les poursuites judiciaires ont été engagées. C'est la partie de mon récit à laquelle je repense le plus souvent, car c'était l'instant précis où un changement de comportement était encore possible. Il affichait une mine épouvantable, amaigrie, les yeux cernés, semblable à un homme qui n'avait pas trouvé le sommeil depuis cette chute. Il s'est assis sur les marches de mon Porsche, car je ne l'ai pas invité à entrer, et il s'est mis à pleurer. Pour une fois, j'ai perçu ses larmes comme sincères, et non comme une ruse. « Harper, a-t-il dit, je sais ce qu'elle a fait. J'ai vu l'enregistrement. Je sais que tu n'as rien à te reprocher, et que cela n'a jamais été une question d'argent. » Il a caché son visage dans ses mains, murmurant d'une voix tremblante, « J'ai tellement peur. Elle m'a élevé de manière à ce que je dépende d'elle. J'ignore qui je suis sans sa fortune, je n'ai jamais eu à la prendre. Et je réalise aujourd'hui que je ne suis personne. » Durant un bref instant, j'ai failli tendre la main vers lui, car, derrière sa lâcheté, il énonçait une vérité, et cette vérité était d'une grande tristesse. Il n'était qu'un grand garçon de 36 ans, dont sa mère avait sciemment entretenu la dépendance pour s'assurer qu'il ne puisse jamais s'éloigner, et qu'il finisse toujours par la privilégier. Je le comprenais parfaitement. Cependant, comprendre ne signifie pas pardonner. Je lui ai donc posé calmement la seule question essentielle, « Vas-tu témoigner de la vérité de manière officielle? Vas-tu déclarer qu'elle m'a poussé ?» Il a levé les yeux vers moi, et j'ai vu la lâcheté l'emporter à nouveau, de la façon dont elle l'avait conditionné pour qu'il s'y soumette toujours. « Je ne peux pas, » a-t-il murmuré. Ses conseils juridiques exigent que je soutienne sa version des faits, ils ont rédigé une déposition pour moi. C'est alors que mon mari m'a avoué avoir déjà signé ce document, qui décrivait l'événement comme un simple accident, avant de me demander de faire preuve de compréhension. J'avais compris. C'était simplement que cela m'était désormais égal. Je lui ai signifié de quitter mon Porsche, et il s'est exécuté. Brooke a commis l'erreur classique de ceux qui s'imaginent qu'effacer un élément équivaut à le rendre inexistant. Dès qu'elle s'est rendue compte que l'historique d'échanges familiaux était exploité par la justice, elle a paniqué. Elle a accédé au groupe de discussion pour y supprimer ses anciens messages, ceux dans lesquels elle s'engageait à propager la rumeur au préalable. Elle a également demandé à un cousin d'en retirer quelques-uns. Elle pensait que cela suffirait à les gommer définitivement. Ce ne fut pas le cas. La discussion avait déjà été sauvegardée dans 3 emplacements différents, avec ses horodatages d'origine. C'était le soir où son doigt s'est montré trop rapide à la pharmacie. Non, le soir où elle m'a ajouté par mégarde, des semaines avant de songer à tout effacer. Le cabinet de Johan avait versé ces éléments au dossier de la procédure d'instruction. Par conséquent, lorsque la suppression des messages a été mise au jour, loin de dissimuler la faute de Brooke, elle a démontré sa parfaite conscience de sa culpabilité, on ne s'empresse pas d'effacer des messages si ces derniers vous disculpent. Elle a ensuite remis une déposition aux avocats de sa famille, où elle s'est contredite en l'espace de 3 phrases, affirmant d'abord n'avoir jamais évoqué cette grossesse avant la soirée, prétendant ensuite n'en avoir parlé qu'à quelques proches pour les préparer. Avant de déclarer finalement n'avoir aucun souvenir de cette discussion. L'inspectrice a relevé ces 3 incohérences, et, à la faveur des pièces comptables produites, la véritable personnalité de Brooke s'est révélée. Ses agissements ne relevaient en rien d'une quelconque dévotion filiale envers sa mère. Les avoirs du fonds fiduciaire étaient répartis par branche et par héritier. Si Adam avait un descendant, ce dernier entrait dans la succession, ce qui réduisait significativement la part de 10 millions revenant à Brooke. Un petit enfant ne représentait pas une joie pour elle, c'était une opération mathématique. Elle s'était associée au projet d'humiliation publique d'une femme enceinte, pour la seule raison que mon fœtus constituait une ligne comptable susceptible d'amputer son héritage. Lorsque j'ai assimilé ce paramètre, ma rancœur envers Brooke s'est évanouie. Elle n'était que l'illustration la plus flagrante des ravages que cette fortune exerçait sur chacun d'eux, transformant l'annonce d'une naissance en une menace financière. J'ai découvert l'explication du comportement de Patricia grâce à la tante au visage blême lors du dîner, la seule personne de la famille Whitlock à m'avoir appelé pour me présenter ses excuses. Elle s'appelait Carole, et elle m'a confié son récit de vive voix, s'exprimant doucement comme si sa sœur pouvait l'entendre à travers les murs de nos 2 habitations distinctes. 30 ans auparavant, Patricia avait un frère cadet nommé Wendell, charmant, influençable, et peu rigoureux avec la gestion de ses finances, tout comme Adam. Wendell s'était uni à une femme de laquelle la famille se méfiait, et, en l'espace d'une année,
son épouse lui avait annoncé une grossesse. Wendell, subjugué, avait modifié ses dispositions testamentaires en sa faveur. Il n'y a jamais eu de bébé, m'a expliqué Carol. Ou bien il y en avait un, mais il n'était pas de lui. La famille n'a jamais pu élucider ce point. Et cela importait peu, car, au moment où leur union s'est brisée, cette femme est repartie avec la moitié des avoirs familiaux de Wendell. Quant à lui, ruiné, il a sombré dans l'alcoolisme avant de s'éteindre à l'âge de 51 ans. C'est Patricia, m'a précisé Carol, qui s'était chargée de reconstituer le patrimoine dilapidé. Elle avait consacré 20 ans à faire fructifier ce qu'il restait pour bâtir, seul, ce fonds de 10 millions d'euros, s'accrochant à cette fortune comme on s'accroche à une blessure jamais refermée. Dans cet intervalle, elle s'était fait un serment, de ceux qui se transforment en dogme religieux, aucune femme n'infligerait de nouveau à son propre fils ce que son frère avait subi. Plus jamais. Je suis resté pensive un long moment après que Carol a raccroché. Cela expliquait la personnalité de Patricia, lui redonnant une dimension humaine qui me faisait défaut jusque-là, la raison pour laquelle ses traits, sur cette terrasse, exprimaient de la conviction plutôt que de la simple méchanceté. Elle était intimement convaincue de préserver son clan des agissements d'une manipulatrice. Pourtant, appréhender le traumatisme dont souffre une personne ne justifie en aucun cas de la laisser vous projeter du haut d'un muret pour l'apaiser. Le drame vécu par Wendell était réel, mais il n'octroyait à Patricia aucun droit de me briser le poignet. Ces deux vérités coexistaient, mais une seule relevait de ma responsabilité. À 20 semaines de grossesse, je me suis rendu seul à l'échographie morphologique. Et je tiens à préciser que je ne me suis pas senti isolé, car ce ne fut pas le cas. Maggie s'était proposé de m'accompagner, mais je l'ai incité à assurer sa garde à la place. J'avais déjà traversé l'épreuve la plus douloureuse sur cette terrasse, devant 30 spectateurs. Ce moment n'appartenait qu'à mon enfant, à moi-même, et à une professionnelle de santé aux gestes prévenants. L'écran s'est animé, révélant une silhouette humaine bien définie, une colonne vertébrale semblable à un collier de perles, un cœur doté de ses 4 cavités fonctionnant harmonieusement, un profil de visage, un nez, et une petite main qui se fermait et s'ouvrait. C'est une fille, m'a annoncé l'échographe, avant de m'imprimer un nouveau cliché, d'une grande netteté cette fois. Rien de comparable avec la première image granuleuse de la taille d'une myrtille. C'était une silhouette d'enfant en noir et blanc. Je l'ai glisée dans la même poche intérieure que la première photo, celle qui portait encore des traces de terre, que Maggie avait brandie au milieu du jardin. J'avais désormais 2 images, l'accusation, et sa réfutation. Assise dans mon véhicule après l'examen, je me suis fait une promesse à haute voix, ce qui ne m'arrive jamais, personne d'autre que toi ne déterminera qui tu es. C'est déjà une affaire réglée. Puis, j'ai pris contact avec Joanne pour lui faire part de ma résolution. Je souhaitais qu'elle formule explicitement nos exigences dans la demande d'attribution des droits parentaux, je refusais de solliciter une garde partagée. Une femme capable de me projeter par-dessus un muret, doublée d'un homme consentant à signer une déposition mensongère qualifiant l'acte d'accident, ne pouvait prétendre à un droit de visite sans surveillance auprès de ma fille. Ma décision ne découlait pas de la colère, mais de mon statut de mère, sa protection ne relevait plus d'un simple sentiment, mais d'une réalité biologique dont le cœur battait, se développant parfaitement dans les temps. L'action pénale et la procédure de divorce suivaient des parcours distincts, mais elles se sont d'abord rejointes autour d'une table, à la faveur d'une audience de conciliation que Joanne avait sollicitée. Ce type d'instance confidentielle où les affaires civiles se règlent avant de requérir l'arbitrage d'un magistrat. Si Patricia y avait consenti, c'était dans l'unique but de conserver le contrôle. Elle s'imaginait qu'il lui suffirait d'entrer dans un espace fermé, flanqué d'avocats et de capitaux, pour dissiper la difficulté de la même manière qu'elle l'avait fait pour chaque obstacle depuis 40 ans. La veille de l'audience, Joanne m'avait décrit le scénario exact, Patricia se présentera pleine d'assurance, m'avait-elle prévenu. Elle s'imaginera venir pour te contraindre à transiger à la baisse. Elle ignore la teneur exacte de nos éléments, car si nous les avons versés à la procédure, nous ne les lui avons pas encore présentés de manière structurée et explicite. C'est demain qu'elle va le découvrir. Je lui ai demandé si je devais m'exprimer. Pratiquement pas, m'a-t-elle rassuré. C'est tout l'intérêt de la démarche, nous laissons parler les pièces du dossier. Plus tu seras calme, plus leur portée sera dévastatrice. Ce soir-là, j'ai préparé mes vêtements, une robe bleu marine de coupe simple adaptée à mon ventre de 6 mois, puis j'ai disposé le dossier près de la porte d'entrée. Je ne ressentais aucune nervosité, ce qui m'a surprise. J'avais passé la pire nuit de mon existence allongé sur un sol d'hôpital que je ne connaissais que trop,
attentive au moindre souffle fœtal parmi les parasites sonores. Face à cela, une salle de réunion garnie de juristes à la solde des Whitlock ne représentait rien. Patricia s'imaginait venir pour l'emporter. C'était la certitude qui l'animait déjà sur la terrasse, avec son sourire de façade et ses accusations toutes prêtes. Elle ne se doutait nullement que cette fois, la petite infirmière pointilleuse et ses dossiers de garde avaient consacré 6 mois à réaliser ce que Patricia n'avait jamais respecté de sa vie, établir rigoureusement les faits. Elle est entrée d'un pas conquérant, certaine de son triomphe. Elle n'avait pas la moindre idée des éléments qui l'attendaient. La salle de conciliation abritait une longue table baignée d'une lumière vive, et je m'y étais installé la première de manière délibérée, dos à la fenêtre, afin de garder le soleil matinal derrière moi, ce qu'il imposait dans leurs yeux. Un procédé dont j'avais observé Patricia user à maintes reprises pour dominer ses réunions. Joanne se tenait à ma droite, son dossier encore clos devant elle. Lorsque les Whitlock ont fait leur entrée, ma grossesse de 6 mois était évidente, et j'ai vu leur regard s'y arrêter dès le seuil de la porte. Patricia s'était vêtue de blanc cassé, impérial, entourée de 2 conseils juridiques qui lui servaient d'escorte. Gérald paraissait plus diminué que dans mes souvenirs. Brooke se refusait à croiser mon regard, et Adam fermait la marche, appuyé contre le mur du fond, semblable à un homme assistant à ses propres funérailles. Patricia s'est installée en face de moi, a croisé ses mains, puis a dévisagé mon ventre avec cette même expression observée sur la terrasse, cette assurance hautaine qui disait « Je connais ton profil ». Nous sommes réunis, a commencé son avocat principal, afin d'étudier une issue équitable qui préserve les intérêts de chacun, tout en s'épargnant des démarches inutiles. Patricia l'a interrompu, car elle ne pouvait s'empêcher d'accaparer l'attention. Ne jouons pas la comédie, m'a-t-elle lancé de but en blanc. Tu t'es trouvé un homme influençable, une fortune importante, et tu as mûri ton projet. J'ai déjà été confronté à ce cas de figure. Et je refuse de voir cette famille spoliée une seconde fois. Elle reprenait la même rengaine, alimentant ce traumatisme qu'elle entretenait depuis 3 décennies, me confondant avec le spectre de l'épouse de Wendell. Je ne lui ai pas répondu, fidèle à la promesse faite à Joanne et à moi-même. J'ai posé ma main plâtrée, guérie désormais, mais qui me servait de mémoire physique, bien à plat sur la table, à côté de la pochette fermée, la laissant poursuivre son réquisitoire. Chaque phrase qu'elle prononçait constituerait un élément à charge auquel elle serait confrontée dès l'ouverture du dossier. Joanne m'a jeté un regard discret. J'ai esquissé un léger mouvement de tête. Elle a ouvert la chemise cartonnée, et, feuillet après feuillet, avec la rigueur d'un examen de dossier médical, nous avons entrepris de démanteler l'ensemble de la défense de Patricia Whitlock, sous les yeux des siens. Patricia n'a pas cédé sans combattre, car les personnes qui n'ont jamais été confrontées à l'échec peinent à en identifier les premiers signaux. Au moment où Joanne a saisi la première pièce du dossier, Patricia s'est penchée en avant pour lancer l'offensive, son unique mode d'action. « Tu cherches de l'argent » a-t-elle affirmé. « Dis-le clairement, avoue que tu convoites les 10 millions, et mettons un terme à cette mise en scène. » Son avocat lui a effleuré le bras pour la tempérer, mais elle l'a repoussé vivement. « Mon fils est un naïf, mais c'est mon fils » a-t-elle poursuivi. « Tu as décelé une faille, et tu t'es arrangé pour tomber enceinte afin de l'exploiter. C'est ta seule motivation, et cela te résume. » L'assistance a tressailli, Gérald a fermé les yeux. Et voici l'élément essentiel que je souhaite vous faire partager, car il justifie la diffusion de mon histoire plutôt que le choix de cultiver un ressentiment personnel. J'ai senti une bouffée de colère m'envahir, l'envie irrépressible de me lever pour lui tenir tête. Et de faire enfin entendre à ces quelques témoins la réalité de ses agissements envers moi. Mais je me suis abstenu. Je suis resté immobile. J'ai conservé mon intonation de voix de la terrasse, ce ton calme, mesuré, propre à la gestion des situations d'urgence. Patricia, ai-je simplement prononcé. Juste son prénom, d'une voix égale et posée, semblable à celle que l'on adopte pour s'adresser à quelqu'un qui a égaré ses repères. Elle escomptait une réaction furieuse. La colère, elle savait la combattre, s'escrimant contre le spectre d'une femme décédée depuis 30 ans. Elle ignorait en revanche comment réagir face au calme. Cette retenue la déstabilisait bien plus que ne l'aurait fait le moindre cri. Elle a poursuivi son discours sur un rythme plus soutenu, haussant le ton, comblant mon mutisme par ses propres paroles, et chaque déclaration s'enregistrait dans le procès-verbal d'audience. Je l'ai laissé faire. Joanne a fait glisser la première pièce sur la table, et l'assistance a cessé d'écouter Patricia pour se concentrer sur la lecture du document. Joanne les a disposés méthodiquement,
et j'ai détaillé chacune d'elles du ton neutre et professionnel que j'emploie lors des transmissions de garde, car ce ton ne m'a jamais fait défaut. Premièrement, l'examen échographique, 2 clichés côte à côte, le minuscule battement fœtal de 8 semaines, et la silhouette nette de ma fille à 20 semaines, avec mon nom et la date imprimée sur chacun d'eux. Il n'y a pas de bébé, ai-je énoncé, reprenant ses propres termes au milieu du silence. Il n'y a qu'un prix à payer. J'ai poussé les images jusqu'à ce qu'elles se trouvent juste sous ses yeux. Voici l'enfant. C'est une fille, elle naîtra en mars. Le regard de Patricia s'est arrêté sur les documents, ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais aucun son n'a été produit. Deuxièmement, les images de l'hôtel diffusées sur l'ordinateur de Joanne, une séquence silencieuse, de haute précision, montrant 2 mains pousser brutalement une femme enceinte par-dessus un muret, tandis qu'un époux demeure pétrifié durant 11 secondes. Nous l'avons visionné une fois, personne n'osait respirer. Troisièmement, le rapport d'incident signé par le responsable du service et un serveur, l'écriture appliquée d'un inconnu narrant précisément ce que l'objectif avait enregistré. Quatrièmement, la transcription des échanges du groupe familial Whitlock s'étalant sur 9 jours, imprimée et classée, avec la phrase de Patricia surlignée en jaune, exigeait qu'elle apporte des preuves devant toute l'assistance. Cinquièmement, enfin, Joanne a déposé le contrat de mariage au sommet de la pile, l'écrit que Gérald s'était montré si fier de me faire ratifier. Voici, a précisé Joanne, la convention rédigée par votre propre conseil. Elle exclut juridiquement Harper de tout droit sur les avoirs du fonds fiduciaire. Elle ne pouvait convoiter vos 10 millions, et vous vous en êtes assuré vous-même, par écrit, il y a 3 ans. J'ai alors prononcé la seule autre réplique que j'avais préparée pour cette journée, sur la terrasse, vous m'avez mise au défi d'apporter des preuves. J'ai désigné le dossier, avant de la fixer du regard, c'est chose faite, tout est consigné ici. Patricia fixait le contrat de mariage, cet instrument de défense qu'elle avait élaboré pour m'écarter, désormais placé au sommet des pièces qui me disculpaient. J'ai observé l'assurance s'effacer de ses traits, comme la couleur se retire d'un cliché exposé trop longtemps au soleil. Elle s'est alors effondrée, n'ayant plus rien de la femme maîtresse d'elle-même qui dirigeait la soirée de la terrasse. Les larmes sont apparues en premier, immédiates et feintes, destinées aux avocats, vous constatez ce qu'elle a fait, c'est plainte Patricia. Elle a tout déformé, elle vous a tous manipulé. Ses pleurs ne lui apportant aucun bénéfice, car les larmes ne modifient pas un horodatage officiel, une fureur sourde s'est manifestée. Elle s'est levée brusquement dans un grincement de chaise, pointant vers moi une main tremblante à travers la table, je préservais notre famille. A-t-elle hurlé. Mesurez-vous ce que cette manipulatrice a fait subir à Wendell? Avez-vous la moindre idée du patrimoine que j'ai reconstitué de mes propres mains pendant que vous vous contentiez de le dépenser? Son propre défenseur s'est levé à son tour, répétant son prénom, Patricia. Patricia, rasseyez-vous, s'il vous plaît, cessez de vous exprimer. Elle a refusé de se taire. C'était la caractéristique de Patricia, elle n'avait jamais consenti à se taire de son existence lorsqu'elle s'imaginait pouvoir se préserver. Elle s'en est prise à Gérald, qui n'avait jamais défendu personne. Elle a invectivé Brooke, qui s'était pourtant borné à exécuter les consignes reçues. Et elle s'est tournée vers Adam, son propre fils, hurlant « Vous êtes tous lâches, vous êtes tous incapables, je suis la seule à avoir jamais pris mes responsabilités. » Ces mots se sont taris alors qu'elle se tenait debout dans cette salle, au milieu de sa famille qui préférait fixer la table plutôt que de croiser son regard, venant de s'accuser elle-même devant tous ceux dont elle avait passé sa vie à vouloir régenter l'opinion. Adam pleurait contre la paroi. Brooke montrait un visage livide. Gérald paraissait âgé d'1 siècle, tandis que je demeurais à ma place, imperturbable, ma main cicatrisée posée sur la table, observant ma fille remuer doucement sous ma robe marine. Je n'ai pas prononcé un mot, elle accomplissait tout le travail à ma place, car la personne la plus calme de l'assemblée s'avère toujours, en définitive, être celle qui l'a emporté. La séance a pris fin rapidement après cela, de la manière dont les affaires se règlent dès que l'ensemble des parties accèdent simultanément à la vérité. Il n'y a pas eu de grande déclaration, la véritable justice relève principalement de la gestion documentaire. L'inculpation criminelle a été maintenue, car un horodatage officiel, un témoin direct et 9 jours de préméditation ne se prêtent à aucune transaction amiable. De plus, le procureur a signifié clairement qu'aucun arrangement discret ne serait accordé à un membre du clan Whitlock. L'accord financier que Joanne a obtenu ne portait pas sur ces 10 millions dont je n'avais que faire. Il s'agissait d'une indemnité pour préjudice corporel suite à l'agression, réglée sur les deniers personnels de Patricia.
Mes frais de santé et les dommages-intérêts ont été enregistrés comme mes biens propres, en vertu du contrat de mariage qu'ils avaient eux-mêmes établi. J'ai conservé ma maison, qui m'avait toujours appartenu, et, dans la procédure d'attribution de la garde, l'existence avérée d'un acte de violence caractérisé sur une personne enceinte, doublé d'un témoignage mensonger signé par l'époux pour le dissimuler, a rendu le dénouement presque automatique. J'ai bénéficié d'une ordonnance de garde provisoire ainsi que d'un protocole d'éducation validé avant même la naissance de ma fille, deux décisions convergeant vers une issue unique, son placement sous ma responsabilité exclusive. Le fonds fiduciaire a réglé le dernier volet de l'affaire de lui-même. Ces clauses prévoyaient que les autres co-administrateurs pouvaient suspendre tout gestionnaire mis en examen pour un crime, et l'exclure définitivement en cas de condamnation. Ainsi, le jour où les poursuites ont été engagées contre Patricia, ils l'ont suspendu de ses fonctions, et sa reconnaissance de culpabilité ultérieure a rendu cette décision définitive. La femme qui m'avait projeté par-dessus un muret pour sauvegarder 10 millions d'euros venait de perdre le contrôle de ces 10 millions pour m'avoir poussé. Personne n'avait eu à échafauder ce dénouement, elle avait conçu son propre piège, avant de s'y engager d'elle-même. J'ai rassemblé mon dossier, Johan et moi nous sommes levés, et j'ai quitté cette salle de réunion pour retrouver un mardi matin ordinaire, enceinte de 6 mois, le poignet guéri et l'honneur sauf. Je n'ai jeté aucun regard en arrière. J'en avais fini de me retourner sur le passé. Ma fille a vu le jour en mars, pesant un peu plus de 3 kilos, vigoureuse, criant et parfaite, dans ce même service où j'avais autrefois écouté les battements de son cœur au milieu des grésillements du Doppler. Je l'ai prénommée Reine. L'attribution exclusive des droits de garde a été officialisée quelques semaines après sa naissance, conformément aux dispositions de l'ordonnance transitoire. Le divorce a été prononcé 2 semaines avant son arrivée. Patricia a consenti à une procédure de plaidé coupable qui lui a évité l'incarcération, mais qui a inscrit une condamnation pour acte criminel à son casier judiciaire. C'était le premier élément de son existence que sa fortune se révélait incapable d'effacer, et elle a perdu toute fonction de gestion. Brooke refuse désormais de s'adresser à sa mère, moins par principe moral que par dépit de constater que son héritage amoindri se doublait d'un casier judiciaire entachant la réputation familiale. Gérald m'adresse des cartes lors des fêtes de fin d'année, que je n'ouvre pas. Adam a sollicité, par l'entremise de son avocat, un droit de visite encadré. Je n'ai pas totalement rompu ce lien, estimant que Reine doit avoir la possibilité de découvrir son père un jour, s'il parvient à devenir un être digne d'intérêt. Mais il ne l'élève pas, et il ne dicte pas ses choix. Il a pris sa décision sur cette terrasse, en restant inactif durant 11 secondes, puis sur les marches de mon Porsche, en signant leur déposition. Un individu finit toujours par révéler sa vraie nature, je me suis contenté d'acter la sienne à sa seconde tentative. Je conserve aujourd'hui les 2 clichés d'échographie dans un cadre posé sur ma commode, l'image granuleuse, et la silhouette nette, l'accusation, et sa réfutation, côte à côte, sous mes yeux chaque matin. Je poursuis mon activité d'infirmière en salle de naissance, et je continue de tout consigner par écrit. Le porche de travers nécessite toujours d'être repeint. Rien de tout cela ne relève du drame, et c'est précisément le but recherché. J'ai façonné un quotidien paisible par mes propres moyens, une famille bruyante a prétexté m'en déposséder, et cette existence sereine l'a emportée. Maggie est la marraine de Reine. Elle me rend visite lors de ses journées de repos pour veiller sur le bébé pendant mon sommeil. Parfois, installés sur notre porche de travers, nous partageons de longs silences, ce qui constitue le plus beau témoignage d'amitié qui soit. Elle m'a confié un jour, tout en berçant Reine, qu'elle avait éprouvé une vive inquiétude cette nuit-là dans le jardin, bien plus qu'elle ne l'avait laissé paraître. Je le sais, lui ai-je répondu, mais tu as tenu bon en me montrant la photo. On m'interroge parfois pour savoir si j'ai éprouvé l'envie de hurler sur Patricia, pour la contraindre à mesurer la portée de son geste. En toute franchise, la réponse est oui, sur cette terrasse, durant une brève seconde. Mais si j'avais cédé à ce besoin, j'aurais tout perdu. Les cris constituaient le piège, et le dossier juridique représentait l'issue. Je n'avais aucunement besoin de leurs 10 millions, et je ne les ai jamais convoités. La plus belle satisfaction de cette épreuve a consisté à l'établir par écrit. Parti de rien, j'ai bâti mon parcours, et plus personne ne s'autorisera à y apposer un prix. Désormais, c'est terminé. Reine grandira en sachant que sa mère a su conserver sa sérénité, rassembler ses pièces justificatives, pour s'éloigner digne, avec son enfant sous le bras. C'est le seul héritage auquel j'attache de l'importance. S'il y a un enseignement que je souhaite vous transmettre depuis ma maison en briques au porche de travers, c'est le suivant, la vérité n'exige nullement que l'on élève la voix,
elle requiert simplement que l'on reste assez sereine pour la préserver. Et assez courageuse pour la déposer sur la table aux yeux de tous. C'était mon histoire, une terrasse, un mensonge, et un dossier cartonné dont les écrits ont résonné plus fort que n'aurait pu le faire la moindre querelle. Si ce témoignage vous a rappelé que préserver sa dignité constitue la véritable victoire, voyez-y un signe aujourd'hui. Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ces mots, partagez cette vidéo avec lui. Laissez un commentaire, abonnez-vous, et je vous retrouverai pour le prochain épisode.